Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'agriculteurs et d'éleveurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. Ma vie avant, je travaillais dans les bureaux. Il me manquait quelque chose, c'était pas assez concret. On avait envie de se rapprocher de la nature. Sur une ferme, on fait de tout quoi. La partie agricole, il y a toute la partie travaux, mise en place des serres, il faut s'y connaître en plomberie, il faut s'y connaître en électricité. On s'est réparti les tâches en fonction des différentes compétences qu'on avait. Madi, lui, il est ingénieur de formation. Il avait envie de travailler avec les animaux, c'est lui qui s'occupe de l'atelier poules pondeuses et des moutons aussi. J'avais besoin d'être dans un cadre plus verdoyant, faire plein de choses différentes, d'être polyvalente. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode au cœur de la Normandie. C'est parti aujourd'hui pour un grand bol d'air à Cormolin dans le Calvados, entre Saint-Lô et Bayeux. Direction la ferme de la Closerie pour un podcast un peu spécial puisque cette fois-ci nous n'allons pas à la rencontre de producteurs de lait bio, mais d'un jeune couple qui s'est installé dans une ancienne exploitation laitière pour devenir maraîcher et bio, ça va de soi. Nous avions très envie de vous faire découvrir le parcours et la nouvelle vie de Gwendoline et de Madi, deux anciens citadins qui ont fait le pari il y a quelques années de changer complètement de métier et de région. Alors qu'est-ce qui les a motivés à prendre cette décision? Comment s'est passée leur reconversion? Et de quoi est fait leur nouveau quotidien? Eh bien pour le savoir, rien de tel que d'aller les voir directement et de leur tendre notre micro. Vous allez l'entendre, ici à la ferme de la Closerie, on ne chôme pas. Et pendant que Madi est en plein travaux d'aménagement avec des amis, eh bien nous rejoignons Gwendoline qui travaille de son côté dans une des serres de la ferme. Bonjour Gwendoline. Bonjour Marion, bienvenue à la Closerie. Alors merci de nous accorder de ton temps. Et là tu es en plein travail. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, pour commencer, eh bien, ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de faire un semis de petits pois pour le printemps. Donc du coup, on fait un semis en alvéole. Les petits pois, on peut aussi les semer en direct. Mais notre problème, c'est qu'on a beaucoup de mulots sur la ferme. Donc du coup, on fait des mottes. Et on sème 3 petits pois par motte. Et ensuite, on les arrose et on attend tout simplement que ça pousse. Le petit pois, ça germe assez rapidement, en quelques jours. Et ensuite, on va attendre qu'il ait une taille d'à peu près 10 cm pour le planter. Et ensuite, on n'a plus qu'à à démoter les plaques et on viendra les planter en direct dans la serre, puisque là, on est sur des légumes, ce qu'on appelle primeurs. Donc, on les fait un peu avant la saison. C'est un peu le challenge du maraîcher d'avoir des légumes au plus tôt dans la saison. On les plante sous serre pour qu'ils aient un environnement un peu plus chaud. Et ça sera récolté à partir du mois d'avril. Et ça, comment tu as appris cette technique? J'ai pas vraiment appris à planter des petits pois. J'ai fait moi-même. En fait, j'ai expérimenté moi-même. J'ai appris à semer des graines de tomates, par exemple, ou des graines d'aubergine, des graines de poivron. Ensuite, le petit pois, c'est un peu la même méthode pour toutes les graines. Ce qui va différencier, c'est la profondeur de plantation. Par exemple, les tomates, les graines sont toutes petites, donc on les met quasiment en surface. Alors que là, sur un petit pois, on les sème à peu près à 1 cm de profondeur, quoi. Alors quand on te voit travailler comme ça, on pourrait croire que tu as fait ça toute ta vie. Et pourtant, il y a encore quelques années, votre vie avec Madi était vraiment différente. Justement, elle ressemblait à quoi cette vie d'avant? Alors ma vie avant, je travaillais dans les bureaux. C'est l'inverse de ce que je fais aujourd'hui.
Je travaille dans le marketing, dans différents secteurs d'activité, dans la pâtisserie à Paris, dans le logement social. J'ai travaillé dans une coopérative textile, donc dans pas mal de secteurs d'activité différents finalement. Et puis ça se passait très bien dans l'absolu, mais il me manquait quelque chose en fait. Ce que je faisais, c'était pas assez concret. Et puis j'avais envie aussi je dis moi, mais c'est un projet à deux. On avait envie de se rapprocher de la nature, d'être dans un cadre plus verdoyant. En fait, on avait envie de sortir d'un système qui nous convenait plus, où c'était toujours plus de consommation. Et on avait envie de se tourner vers quelque chose de plus sobre et de plus vrai, entre guillemets. Enfin, moi, j'ai quitté mon emploi fin 2016. Et puis, on a pris à peu près 1 an de réflexion pour savoir ce qu'on voulait faire. Et au bout d'1 an, on a commencé des formations agricoles, chacun de son côté, des formations différentes. On a acheté notre ferme en juillet 2018 et on s'est installé, on a créé l'exploitation en janvier 2019. Mais avant votre installation et avant de faire les formations, est-ce que vous aviez d'autres pistes de reconversion, je sais pas, d'autres idées? On avait d'autres pistes. En fait, nous, au départ, on était des grands voyageurs. Donc, ce qu'on avait envie de faire aussi, c'était d'avoir des relations un peu plus riches avec les gens autour de nous. On avait pensé dans des trucs complètement différents. On avait pensé à partir à l'étranger, à créer une guest house pour accueillir des gens, etc. Et puis on est même parti à l'étranger pour visiter des choses, voir si on pouvait pas s'installer. Et en fin de compte, quand on est revenu, en fait, on arrivait toujours au même constat que ça nous faisait revenir à quelque chose qui poussait à la consommation, en fait. Et ça nous plaisait pas. Et comment vous vous êtes tournés vers le maraîchage tous les deux? On a fait un petit listing de ce qu'on avait envie. Donc en matière de vie, en matière de vie personnelle, de cadre de vie, mais aussi en matière de ce qui nous plaisait dans nos boulots précédents en fait, et qu'on n'avait pas envie de perdre. Moi, ce que je voulais garder, c'était le côté stimulant en fait. J'avais besoin de faire plein de choses différentes. J'avais envie d'être polyvalente. On avait envie tous les deux d'être challengés au quotidien. Alors nous, on a tendance à s'ennuyer assez rapidement ou à faire rapidement le tour d'une tâche. Et du coup, on avait besoin de quelque chose qui nous challenge régulièrement, quoi. D'où les travaux. Les travaux, ça fait partie... en fait, ce qui est super quand on travaille sur une ferme, on fait de tout, quoi. Ça va... alors là, je fais du semis, donc c'est vraiment plus la partie agricole. Mais il y a toute la partie, effectivement, travaux, mise en place des serres. Il faut s'y connaître en plomberie, il faut s'y connaître en électricité, parce que là, on a installé des nappes chauffantes, par exemple. On a un petit élevage de poules pondeuses, donc ça, c'est aussi des compétences qu'il fallait acquérir. Il y a aussi un côté commercial, parce que nous, on fait de la vente directe. Voilà, faut savoir capter les gens... faut essayer de communiquer un petit peu sur la ferme aussi. Donc ça, en fait, c'était rigolo parce que ça regroupait finalement toutes les compétences qu'on avait tous les deux, chacun de notre côté. Donc aujourd'hui, les compétences qu'on avait auparavant, on les utilise. On s'est réparti les tâches en fonction des différentes compétences qu'on avait. Alors la partie agricole en tant que telle, on n'avait ni l'un ni l'autre la compétence. Donc ça on l'a appris en formation, en stage et puis sur le terrain tout simplement. Comme j'étais dans le marketing, la compétence marketing, communication, commercialisation, c'est moi qui m'en occupe. Madi, lui, il est ingénieur de formation. Tout ce qui est mécanique, bricolage et tout, c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé. Donc, naturellement, c'est lui qui s'occupe de tout ça sur la ferme. Travailler dans des grosses entreprises industrielles, dans le nucléaire, dans des entreprises qui font des bouteilles en plastique, des choses super propres. Et il était spécialisé en calcul de coût de revient. Voilà, c'est lui qui fait les achats aujourd'hui. Et puis après, lui, il avait envie de travailler avec les animaux, donc c'est lui qui s'occupe de l'atelier poules pondeuses et des moutons aussi. Et puis tout ce qui est arboriculture, c'est un truc qu'il bottait aussi, donc voilà, il est parti là-dedans. C'est vraiment la région des pommes. Et en fait, quand on est arrivé sur la ferme, il y avait déjà un verger existant de 2 hectares. Donc, on trouvait ça dommage de mettre cette activité entre parenthèses, alors que c'était encore un domaine différent, mais qui nous intéressait. Et aujourd'hui, on récolte les pommes pour faire du jus de pomme, pour faire du cidre.
Et puis également, on livre une partie à la coopérative. Et alors pourquoi vous avez choisi la Normandie ? Et pourquoi cette ferme en particulier ? Comme on avait la famille au Havre, on voulait rester assez proche de cette ville-là. Et puis au final, c'était très difficile de trouver du foncier. Il y a très peu d'offres. On avait envie d'une petite ferme en fait. Donc on a commencé à s'éloigner un petit peu. De fil en aiguille, on a commencé à chercher dans ce coin-là et on a trouvé cette ferme-là. Ça s'est fait au bout de 20, 30 visites. On sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, on connaît nos besoins. Quand on a visité cette ferme, l'annonce a dû paraître le mardi. Le mercredi après-midi, on venait visiter. Et le samedi, on avait une proposition, quoi. Et c'est quoi l'histoire de cette ferme ? C'était une ferme laitière, en fait. Et les propriétaires ont arrêté l'activité. Suite à ça, la maison a été habitée pendant quelques années, mais au bout d'un moment, elle a été mise en vente. Mais elle était quand même habitée, hein. Nous, on l'a achetée à des Anglais, en fait. Il y avait des Anglais qui avaient acheté cette ferme il y a 2 ans auparavant, mais qui, clairement, je pense, s'étaient pas rendu compte du travail que ça représentait. Notre plus grand bonheur, entre guillemets, parce que pour le coup, nous, ça correspondait vraiment à ce qu'on recherchait. C'est un peu trop grand par rapport à ce qu'on cherchait au départ. Parce qu'ici, on a 10 hectares de terre. Mais nous, on cultive le maraîchage sur petite surface, comme on dit dans le jargon. Mais au final, comme aujourd'hui, on a des moutons, des poules, il y a le verger, etc. Il y a quand même une bonne partie qui est utilisée et les bâtiments sont bien pleins. Plus on a de place et plus on prend la place. Il y a quand même une partie qu'on n'exploite pas du tout parce qu'en plus c'est dans la vallée, donc c'est un peu moins accessible. Mais on fait les foins en fait sur cette partie-là. Enfin, on fait faire les foins parce que c'est pas nous qui le faisons. On a un collègue et voisin qui vient s'occuper de ça et ça nous permet nous d'être autosuffisants en matière végétale parce que quand on est en maraîchage sur sol vivant, donc on travaille pas du tout notre sol, enfin, on le retourne pas du tout et on le couvre en fait. On fait du paillage et avec du foin puisque c'est ce qu'on a sous la main. Ce qui est vraiment chouette avec votre ferme, c'est que vous touchez à tout. Nous, on avait envie de faire plein de choses en fait sur la ferme quand on est arrivé. On a d'ailleurs toujours envie de faire plein de choses. Mais ce qu'on a pu commencer pour le moment, c'est donc avoir des moutons. Donc ça, c'est pour notre autoconsommation, puisque ça nous fait de la viande. On a des ruches. On m'a dit c'est mis à l'apiculture. On a récolté un petit peu de miel cette année. On a planté plein d'arbres fruitiers qui donnent pas forcément énormément aujourd'hui parce que c'est un peu tôt. Mais parce qu'à terme, voilà, on aimerait bien aussi avoir des fruits. On a planté aussi des petits fruits, donc là, ça commence déjà à donner des framboises, des groseilles, des choses comme ça. On a planté des arbres de manière générale, pas que des arbres fruitiers. Cette année, on a planté 400 mètres de haies bocagères sur le terrain, parce qu'en fait, le terrain, quand on est arrivé, c'était une grande prairie où il y avait absolument rien. Et nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est reparceller, en fait, recréer du bocage sur ce terrain-là. Donc on a demandé des aides pour ça et on a planté 400 arbres, des arbres d'ornement enfin d'ornement ou pas, mais des arbres parce que voilà, on aime les arbres et on a envie d'avoir des arbres sur la ferme. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas les activités qui manquent au sein de la ferme de la Closerie et c'est pourquoi nous vous proposons de poursuivre la visite lors de notre prochain épisode. Ce sera aussi l'occasion de recueillir tous les bons conseils du couple pour réussir sa reconversion et s'installer de manière pérenne dans une nouvelle région. Alors un grand merci à Gwendoline et à Madi pour leur accueil et en attendant, n'hésitez pas à découvrir tous leurs bons produits de saison disponibles à la vente sur leur site lacloserie.net. Quant à vous, merci une fois de plus pour votre écoute et on se dit à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt.